Laurent, ce petit traité de culture générale que tu as longtemps envisagé d'écrire, comment tu le verrais? Eh bien, tu vois, là, c'est drôle parce qu'on a décidé de faire ensemble ces conversations qu'on voudrait appeler l'abécédaire de Mycélium. Et c'est toi-même qui m'as prêté l'abécédaire de Gilles Deleuze, philosophe qui, contrairement à toi, ne m'a jamais touché, ni même, je dirais, intéressé. Je ne me rappelle pas avoir entendu une seule phrase dans cet abécédaire qui m'ait nourri. C'est terrible de dire ça. En revanche, tout le monde me dit « Ah, mycélium, c'est comme le rhizome, etc. » Alors, à la fois, oui et non, c'est vrai, c'est une métaphore organique, mais moi, c'est parce que je suis d'une famille d'amateurs de champignons et que mon grand-père paternel était un très très grand connaisseur des champignons et que ça fait partie de ma culture familiale. Ça n'a rien à voir avec le rhizome de Gilles Deleuze. Tu pourrais rappeler ce que c'est mycélium, mycélium, hein? c'est cette moisissure souterraine, oui, qui peut atteindre des kilomètres, oui, et d'où naissent, quand il y a suffisamment de chaleur et d'humidité, les champignons. C'est-à-dire que c'est une espèce de moisissure cachée dans l'humus ou sous les feuilles, qui peut aller très très loin. Parfois, ça fait ce qu'on appelle des rondes sorcières. Ça prend une forme véritablement circulaire, et on voit naître, en une nuit par exemple, un ensemble de champignons qui sont disposés autour d'un parfait cercle. Et c'est pas du land art, hein, c'est spontané, c'est vraiment. D'accord. Et donc, il faudrait que tu rappelles que le mycélium, c'est ce que vous avez fondé avec Jean-Luc Giraud. On a fondé un site voilà, auquel on a donné ce nom parce que c'est l'idée d'un réseau organique de connexion entre des êtres humains. Oui. Là, il s'agit principalement on va dire, de créateurs, oui, et dans les arts visuels. Mais pourquoi réseau organique? Parce qu'on est tellement dans le réseau électronique actuellement, les réseaux sociaux, que l'idée, eh bien, c'est que on l'oppose justement à ces réseaux électroniques, parce que c'est un réseau organique d'affinité élective. Et moi, je crois beaucoup, c'est un titre de Goethe, là encore, j'aime bien citer Goethe, c'est un titre de Goethe, les affinités électives. Je crois beaucoup à cette intuition qu'ont les gens de rencontrer ou non des gens de la même famille. Et je crois que ça nous guide. On revient là encore à l'amitié. Mais l'amitié passe par affinité de tempérament ou de sensibilité. Les créateurs se reconnaissent entre eux, les génies se reconnaissent entre eux. Ça ne veut pas dire qu'ils s'apprécient nécessairement et qu'ils peuvent cohabiter. Par exemple, Goethe et Beethoven ont eu des conflits terribles, c'est connu. Mais il y a une affinité de nature qui fait que les gens se reconnaissent entre eux. Et Mycélium se veut un réseau donc organique de gens qui ont en commun un certain nombre de choses dans la sensibilité, dans le rapport au monde. Donc c'est pas Facebook, j'ai rien contre Facebook que j'utilise aussi, c'est beaucoup plus subtil que Facebook. Alors je voudrais revenir donc à ce projet que tu avais d'un petit traité de culture générale. Quand on était à Nanterre, tu avais organisé le cercle de Nanterre au lycée Joliot-Curie dans les années 93, 94, quand on s'est connus, enfin oui, 92, 94. Et donc tu pensais écrire un petit traité de culture générale. Tu as enseigné pendant des années à tes élèves de BTS la culture générale. Comment tu verrais ce petit traité de culture générale si tu devais l'écrire aujourd'hui? Oui. Alors je ne sais pas quelle forme lui donner, mais je trouve que déjà cet abécédaire pourrait en être une ébauche d'une certaine façon. On avait eu l'idée de faire donc une sorte de dictionnaire alphabétique par sujet. Il y aurait une rubrique par exemple religion, ou islam, ou christianisme, ou écriture, pour l'invention de l'écriture, etc. C'est parce que j'étais frappé par le fait que le système scolaire qui va mal, on parlait toujours de changer ou de réformer la gestion des choses, mais jamais les contenus. Or, les contenus, c'est une énorme cacophonie. Parce que d'une classe à l'autre, quand on monte dans les classes 6e, 5e, etc., il n'y a aucune coordination des programmes, et ça se voit dans un domaine. Alors, hilarant, c'est l'histoire. Parce que dès qu'on pose une question transversale à un élève, quel que soit son niveau, par exemple, on est dans la 5e République, quels sont les 4 autres? Alors qu'ils l'ont appris à différents moments de leur programme des années antérieures, ils sont absolument incapables de le résumer en 5 minutes. Il faut faire un cours spécial qui fait la synthèse. On fait de la chronologie. Voilà, de la chronologie. Et donc on est obligé de revenir toujours à cette fichue chronologie qui est essentielle et qu'on n'enseigne plus. Et donc je me disais, il manque la définition d'une nouvelle culture générale, parce qu'il y a eu une certaine culture générale autrefois, qui était justement à base de latin, de grec... Les humanités. Les humanités. Mais elle correspondait à un état social et à un moment de l'histoire où c'était encore cohérent. Et évidemment, l'évolution du XXe siècle, du modernisme, de la technique, des sciences, et ainsi de suite, les nouvelles disciplines des sciences humaines, tout ça a fait exploser tout ça, et aussi la massification des études après les années 40, 50, 60. Donc il fallait tout reprendre à zéro. Ça, personne ne l'a fait jusqu'ici, et pour une raison très simple, c'est quand même très compliqué. Il faut avoir soi-même une très grande culture pour être capable d'avoir des idées claires là-dedans, il faut y avoir beaucoup réfléchi, il faut être très prudent,
justement cette histoire de l'enseignement des langues anciennes en fait partie, parce qu'on peut trop facilement vouloir réformer l'orthographe, surtout si on ne le maîtrise pas soi-même. Parce que quand quelqu'un ne maîtrise pas l'orthographe, il le réforme. Oui, oui. Hein, quand il trouve la grammaire trop compliquée, il donne les règles. Bien sûr, donc, bien sûr. Donc évidemment, c'est pas simple, et ce qu'il faut, c'est tout reprendre à zéro. Or, on n'a jamais réformé un système, on n'a jamais reconstruit un système simplement en ravaudant les défauts du système antérieur. Il faut une nouvelle création. Donc il faut créer, concevoir, il faut donc pour ça des philosophes ou des législateurs, comme était Solon dans l'Antiquité. Il faut des têtes pensantes qui puissent définir qu'est-ce qui est la nouvelle culture générale nécessaire au XXIe siècle. Alors il faudrait même définir le mot. Pour moi, une culture générale, c'est pas, par exemple, de savoir ou pas qui est Colbert, ou bien le détail des régimes de la Troisième République, c'est pas ça. C'est savoir qu'est-ce qui est socialement utile pour que les membres d'un même pays, les citoyens d'un même pays, puissent cohabiter, communiquer et se comprendre. Or, dans un monde extrêmement cosmopolite et éclaté comme le monde d'aujourd'hui, il faut donc d'urgence définir des priorités de culture. Est-ce qu'il est vraiment absolument indispensable de savoir le détail de la vie de Colbert, par exemple, ou est-ce qu'il est plus important, mettons, d'avoir les grandes lignes de l'histoire des sciences, par exemple, ou des techniques, ou d'avoir une vraie approche critique du monde des médias. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui va être un outil d'intelligence du monde plus important que l'autre? Et il est évident que si on se met à faire des comparaisons et un tri de ces choses-là, on va être obligé de renoncer à certaines connaissances qui autrefois étaient jugées indispensables, qui paraîtront moins importantes que certaines autres qui sont une lacune criante du système. J'en citerai par exemple 3. Régis Debray a défendu cette cause en France, il a bien raison. Il faut absolument introduire un module d'histoire des religions en particulier. Du fait religieux. Du fait religieux, peu importe comment on l'appelle, mais non pas à titre évidemment de catéchisme, pas du tout, à titre justement de culture générale. Moi je le faisais, comme tu le sais, tous les ans à mes élèves sur les 3 grands monothéismes, et ça avait des résultats extraordinaires. Il faut apprendre aussi l'histoire des grands systèmes d'écriture qui permettent entre autres de comprendre des choses avec l'Asie, mais pas que ça, et puis qui réhabilitent aussi par exemple l'Irak, Sumer, la Babylonie, etc. Il faut faire un module sur l'histoire des sciences, mais même simple, c'est pas de l'épistémologie de faculté. Il faut être capable de faire un niveau de bonne vulgarisation basique, une initiation à ces choses-là. L'histoire des médias, j'ai cité, etc. Il y a quantité de choses comme ça qu'il faut d'urgence apprendre aux gens pour qu'ils aient une approche critique bien placée, bien positionnée au départ pour aborder ces problèmes dans le quotidien, ne pas être victime de ces domaines sans les dominer. Alors toi, quand tu enseignais donc en BTS à Nanterre, je sais qu'il y a certains grands thèmes qui revenaient, les grands âges de l'humanité. Est-ce que tu pourrais rapidement indiquer 3-4 de ces grands thèmes qui te tiennent à cœur? J'ai fait une série de conférences interdisciplinaires, donc avec un prof de philo, un prof de sciences naturelles, je m'en souviens, et un prof d'histoire qui s'appelait Les grands âges de l'humanité. Pourquoi? Parce que je m'étais dit que dans un lycée, la compétence et pas l'érudition, c'est pas forcément à ce niveau-là, mais la compétence et les connaissances étaient déjà là, qu'il y avait une mine de savoir chez chacun de ses profs, si on savait y faire appel, et que donc en réunissant de façon interdisciplinaire les compétences de plusieurs spécialistes, etc., on pouvait faire des débats extrêmement intéressants, un peu comme on a quelquefois à la télévision d'ailleurs, sur des grands sujets. Et les grands âges de l'humanité, ça partait de l'idée qu'il fallait aider les gens à comprendre qu'il y avait eu en gros 3 grands âges de la civilisation depuis la naissance de l'homme. D'abord, il fallait s'entendre sur ce qu'on appelait l'homme, Homo sapiens sapiens, et quelle ancienneté lui donner. Déjà, il y a plein d'erreurs à enlever. On considère aujourd'hui que Homo sapiens sapiens a en gros 200 000 ans, mais certainement pas des millions d'années, comme on trouve encore dans quantité de musées de la préhistoire. On mélange Homo erectus, qui est un hominidé et qui n'est pas l'homme, etc. Donc mettre au clair déjà ces notions, le point de départ. Et il y a ce que Lévi-Strauss appelait magnifiquement dans Triste Tropique la révolution néolithique, c'est-à-dire l'invention de l'agriculture, de l'écriture, etc., qui est la première grande rupture de civilisation, avant laquelle il y a ce qu'on appelle le premier âge d'humanité, qu'on appelle très improprement la préhistoire. Et moi je faisais la critique de cette
cette notion, parce que je disais, il n'y a pas de préhistoire. La vraie préhistoire, c'est les hominidés, avant l'homme. Mais avant l'écriture, c'est pas la préhistoire, c'est l'histoire sans écriture. Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire le plus long état de l'humanité, où on était encore dans la culture orale et l'oralité, l'espace verbal, comme dit McLuhan, et ce qu'étudient évidemment tous les anthropologues spécialistes des sociétés primitives. Et donc je distingue ces trois états, l'histoire, l'état de l'humanité avant l'écriture, c'est-à-dire, j'appelais ça civilisation 1, la civilisation non pas préhistorique, mais de nature orale. Ensuite, la révolution néolithique, qui était la première grande rupture technologique. Ensuite, ce que j'appelais la civilisation agricole, alors qu'on a vu vraiment, nous, nos générations, mourir de notre vivant, puisque le drame de l'agriculture est lié aussi à ça, c'est que c'est une disparition totale de l'agriculture artisanale, et le passage à une agriculture de type industriel ou scientifique, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, les trois âges de l'humanité, c'était donc trois époques rythmées par deux ruptures et deux grandes révolutions technologiques, la révolution néolithique de Lévi-Strauss et la révolution industrielle dans ses différentes phases, dont la révolution numérique actuelle est l'aboutissement, exactement comme l'écriture, et c'est déjà dans les livres de Lévi-Strauss, l'écriture a été l'aboutissement de toutes ces inventions du néolithique qui a fait passer globalement l'humanité sur un autre plan. Et bien on est exactement analoguement dans une situation de même type aujourd'hui, où le numérique est l'aboutissement de la transformation industrielle, et on n'est pas du tout dans la société post-industrielle, concept idiot, on est dans la société, comme dit mieux Gilles Lipovetsky, la société hyper-industrielle. Au contraire, on arrive à l'aboutissement, pour le meilleur et pour le pire, du processus industriel dans ce qu'il a de plus terrible et plus efficace. On n'est pas après l'industrie, pas du tout. Et il faut apprendre à vivre malgré l'industrie et mieux avec l'industrie. Et c'est ça tout le défi de notre époque. Et donc le numérique fait partie de ces conquêtes technologiques extraordinaires qu'il y a sans arrêt depuis 200 ans et qui font passer globalement l'humanité et la culture sur un plan complètement différent. Et c'est la cause principale de tous les bouleversements actuels, on ne le dit pas assez, y compris Daesh et toutes ces horreurs du Moyen-Orient. Enlever Internet, il n'y a plus de terrorisme international. Donc le numérique est la cause aussi de la finance folle d'aujourd'hui. 60 à 70% des transactions boursières sont faites de façon automatisée par des algorithmes mis au point par des mathématiciens fous et irresponsables, ça je tiens à le dire, mais tout ça c'est le numérique, on ne le dit pas assez. Or le numérique est tellement puissant, et je suis le premier à l'utiliser, je ne suis pas contre le numérique bien entendu, je ne suis pas un type du porte-plume et de l'image peinte à l'huile et sur un chevalet. J'admire beaucoup ces outils et je les utilise, mais c'est une révolution globale, c'est un changement de civilisation. Et aujourd'hui, nous sommes non pas dans un changement de culture, nous sommes dans un changement de civilisation. C'est beaucoup plus global et à une échelle beaucoup plus importante. C'est un changement de système technologique. Or, il n'y en a eu qu'un seul au monde avant nous, c'est la révolution néolithique. Et ça, on le trouve chez Lévi-Strauss, on le trouve dans tous les écrits des anthropologues et certains historiens. Et c'est extrêmement intéressant. Sur l'histoire aussi de l'origine des Indo-Européens, Colin Renfrew, tous ces gens qui ont été voir exactement d'où venaient les Indo-Européens, et c'est lié à l'agriculture et à la colonisation de l'Europe. Et c'est très intéressant puisqu'on n'arrive pas à donner de définition de l'Europe aujourd'hui. On s'est battu à propos de Maastricht pendant des mois pour empêcher même qu'on mentionne qu'il y a une racine chrétienne dans la culture européenne, ce qui, si on y pense, est une histoire de fou, tellement ça manque de bon sens. C'est comme si dans tous les pays du Moyen-Orient et du Maghreb, du Machrek et du Maghreb réunis, on oubliait de mentionner l'islam. Ce serait absolument aberrant. C'est ce que nous avons fait pour l'Europe. On a défini l'Europe en oubliant de mentionner que l'Europe a des églises et des cathédrales et des basiliques dans le moindre village et la moindre ville qu'on vient visiter du monde entier. C'est quand même aberrant. Bien, donc il y avait ce thème des grands âges de l'humanité. Tu veux juste indiquer, peut-être sans développer, 3-4 autres thèmes que tu traitais. Tu parlais du cerveau. Alors on a fait aussi un ensemble sur le cerveau, oui, sur l'homme aussi, l'origine de l'homme. Oui. C'était intéressant parce que par exemple, en mettant un biologiste, un prof de sciences naturelles qui résumait ce qu'on sait sur les hominidés, les ancêtres de l'espèce actuelle, on mettait aussi un prof de philo qui rappelait quelles sont les différentes définitions de la tradition philosophique qu'on a donnée de l'homme par rapport à l'animal, en quoi les animaux machines, par exemple, Descartes. Voilà, oui, ou Malebranche, des choses comme ça. Et donc on croisait sans arrêt les disciplines, et ce qui était intéressant, c'est que les élèves voyaient pour la première fois leurs profs dialoguer entre eux, comme à la télévision, sur des sujets sérieux, n'être pas forcément toujours d'accord, mais se compléter sur ces sujets. Donc ils voyaient qu'il y avait des liens
là encore, ou faire des ponts. Il y avait des liens entre les disciplines, mais mais c'était une véritable interdisciplinarité et pas cette espèce de parodie, tu sais, des enseignements interdisciplinaires au collège. Mais c'était tellement interdisciplinaire qu'il fallait qu'on prenne une très grande salle, parce qu'on réunissait parfois jusqu'à 6 ou 7 classes de terminale ensemble. Il y avait donc 4 ou 5 profs sur la sellette, et donc c'était une réunion même physique de gens. Et donc c'était, on recréait un dialogue un peu académique ou socratique autour de grandes questions. Et ça, on peut le faire dans tous les domaines. Mon idée était qu'il y avait une mine d'or sous-exploitée. C'était l'intérêt que chaque prof dans sa discipline portait à certaines choses. Et qu'on ne faisait pas assez appel à ces connaissances qui sont sur place et dont on peut disposer si on sait les mettre en relation de cette façon-là. Et les profs, je peux te dire, étaient enchantés d'y participer.